à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Pendant une petite heure, nous allons débattre, analyser et commenter l'actualité du petit robot vert. Androtech est proposé par frandroid.com le site et par tech.tv que vous retrouverez très vite sur vos petits écrans. On se retrouve tout de suite juste après le sommaire. Cette semaine au sommaire, de nouveaux produits prêts à débarquer en France, à commencer par le fameux Chromecast qui s'apprête à être commercialisé chez SFR. Et peut-être verra-t-on arriver une console Amazon un peu plus tard dans l'année. Dans un registre un peu plus grand format, nous testerons certainement la plus grande tablette grand public du moment, la Galaxy Note Pro 12.2 de Samsung. Une tablette 12 pouces, est-ce vraiment pratique? C'est la question que nous nous poserons. Et le débat nous emmènera du côté des opérateurs français. Numéricable entre en négociation exclusive avec Vivendi pour le rachat de SFR. Quelles en seront les conséquences et qui sera le gagnant de l'histoire? Nous en discuterons ensemble avant de faire le point sur les applications de la semaine. Bonne émission à tous! Et comme chaque semaine, j'ai avec moi toute une équipe de passionnés du petit bonhomme vert, à commencer par Laure Renoir, notre responsable éditorial. Bonsoir, moi toujours là. Toujours là. Et juste à côté, on a Baptiste Michaud. Présent aussi. Et un autre habitué, c'est Pod, notre Salut tout le monde. monteur de troll. Comment ça va, Ulrich? Ça va. Tu me poses toujours la question, c'est ça? Bah oui, mais je suis le seul à poser la T'es question. le plus sympa du groupe. Non, parce que Ouais, nous, je on s'en sais. fiche. Moi On a aussi, je aussi t'aime. le grand retour de Edouard en régie. Ouais, ça faisait quelques temps que j'étais pas là, mais j'ai quand même eu un petit cadeau. Wow, C'est il un est gros trop beau. Android Putain, il est à la énorme. place. Ouais, c'est 2 ou 3 fois, non même beaucoup. En fait, il plus. faut le dire, j'ai essayé de lui piquer 2 fois sur son bureau, mais à chaque fois, il le C'est- récupère. ouais, à chaque fois je Il a spoté. décidé de le ramener chez lui maintenant. C'est ça. Et nos deux invités ce soir pour une émission assez spéciale, c'est Damien Douany que vous connaissez. Comment ça va, Ulrich? Ça va très bien, t'es sympa Damien. Je te réinviterai. Ça y est, tout le monde essaye de faire la lèche maintenant. Ça fait jamais 203, donc Non, Damien, entrepreneur, blogueur, passionné de nouvelles techno. voilà, exactement. Et Très présent actif sur les réseaux sociaux. Merci. Et on a un deuxième invité qui est un spécialiste des telcos, informaticien, et c'est surtout une des personnes les plus actives sur Google+. Non, en Je sais pas France. si c'est quelqu'un. Oh, Ah, ça y est, ça troll. Je sais pas si c'est Ça troll. le plus actif. En Mais tout moi, cas, j'aime- c'est quelqu'un que toi et moi, on suit Ouais, beaucoup. j'aime beaucoup suivre la veille que tu fais sur les réseaux sociaux, sur Google+. Bonjour à tous, merci de me suivre et je suis très heureux de vous rejoindre, surtout pour un sujet aussi passionnant. Bah oui, justement, on l'a pas les gens savent parce qu'ils ont du sommaire, on va parler de SFR et de... Voilà. Plein de gens. Ça va être houleux. Bon bah on passe tout de suite aux news de la semaine. Et cette semaine, une actualité assez légère, à quelques jours de l'annonce de HTC. Voilà. Forcément, hein, c'est un peu la grosse attente. Mais il y a quand même des petites choses assez sympas. Des choses qu'on attendait depuis longtemps, notamment le Chromecast. Et il arrive en Ça France. fait quelques mois qu'il est sorti C'est ça aux États-Unis. Il arrive en France. Enfin, il va arriver chez un opérateur. On va en parler plus tard, c'est chez SFR. Il arrive le 25 mars. Avec une belle promo, hein. Ouais, le jour de l'annonce de HTC d'ailleurs. On va l'avoir à 5 € chez SFR. Il y a une pub qui est sortie, voilà, on la voit 5 juste derrière €. toi. Donc on va l'avoir avec des forfaits un peu chers forcément qui vont être avec. Et normalement, ils vont le vendre aussi tout seul à environ 35 €. Voilà, 35 € seul, mais on peut l'avoir à 5 € via une ODR Voilà. si on est abonné chez Numéricable dans une offre assez précise. Numéricable, tu dis. Ah, mais bah, SFR. Oh là là, Oh là là. révélateur, oh là là, révélateur. Et là, c'est Journal du Geek qui a trouvé cette Cette affiche. pub, voilà. Et donc on va Ouais. pouvoir streamer plein de contenu avec cette petite clé HDMI. Ça, c'est sympa pour le Chromecast, qui est un super produit. On en parlera dans une autre émission. Deuxième actualité, c'est une actualité de Microsoft et Google, c'est ça? Oui, tous les deux, main dans la main, pour embêter Asus. Ils n'ont pas envie d'avoir leur système d'exploitation dans un même produit, donc Android et Windows, dans de mêmes ordinateurs. En tout cas, c'est ce que pense le Wall Street Journal quand ils ont vu que le Transformer Book Duet de Asus allait être fortement compromis au niveau de sa commercialisation. Effectivement, c'est pas le premier produit dual boot. Non, on et en a vu plusieurs, effectivement. le constat que j'avais eu en parlant avec les constructeurs lors d'événements, c'est qu'ils étaient frustrés de l'offre logicielle de Windows 8 et du coup, ils avaient décidé de de mettre de l'Android en plus pour proposer le mode PC Windows 8 et le mode tablette Android. Et c'est surtout l'objectif, aussi la possibilité de mettre de l'ARM et du x86 dans la même machine, c'est intéressant. Ou même 2x86, puisqu'on peut avoir Android sur 2x86. C'est un peu mais moi, dommage, non? Vous en pensez quoi? En tout cas, moi je trouve ça cool comme type de produit. Effectivement, c'est dommage
que ça s'arrête apparemment. Ça me rappelle en tout cas un produit Compaq à l'époque où Apple autorisait les clones Mac qui étaient dual processeur, un x86 d'un côté et un PowerPC de l'autre, et qui fonctionnaient sur Windows 3.1 et macOS. Oui. Et voilà, je trouve que c'est assez similaire. Là, faut un peu- Déjà à l'époque, Microsoft n'aimait pas trop ça. Hein. Tout à fait. Ouais. Non, on peut imaginer évidemment qu'ils n'aiment pas trop ça. Faut juste rappeler un petit peu le concept. Là, c'était le concept, c'était d'avoir Sur le PC dans le clavier et C'était Android sur le Book sur la Trio, ça. tablette. Le Book Trio, on l'a publié une prise en main il y a une semaine. Effectivement, tu avais le Windows 8 dans le clavier, Android dans la tablette. Tu pouvais séparer les deux et utiliser les deux indépendamment. Voilà, ou repluguer la tablette et l'utiliser comme écran sur le Mais PC. c'est un peu l'idée du duet, hein, de toute façon, Duet d'avoir aussi, ouais. un PC sous Windows pour la productivité et d'avoir le côté un peu tablette avec Android pour le divertissement. Ce qui sape donc complètement l'argument de Microsoft qui est de dire j'ai un Windows qui permet de tout faire. Donc effectivement, c'est un peu dommage. Ah, c'est un peu C'est dommage en plus, il n'est pas très cher. Non, il était pas très Ouais, cher. hein. Par contre, il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a par exemple Huawei qui a annoncé qu'au deuxième trimestre, ils allaient annoncer un téléphone à la fois sous Android et à la fois sous Windows Phone. Et c'est pas les seuls. C'est pas Et c'est pas les seuls il y a non plus. Carbone aussi, ouais. Est-ce que le même problème va se poser à votre avis du coup? Ah, bien sûr. Déjà, on aura un problème de batterie. Mais je vois pas surtout l'intérêt, je comprends pas. Je comprends l'intérêt sur une tablette, enfin sur un ordinateur transformable, je vois pas du tout l'intérêt sur un mobile. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. On va passer à la troisième actu, parce que vous allez voir, on a un gros débat juste derrière. La troisième actu, c'est Amazon. Et c'est une Oui. rumeur. hein, Bon, donc, on va rester dans le divertissement. on prend des pincettes. Qui a des pincettes là? Non. Je les ai oubliées. Mais je me moque pas parce que d'habitude les sales blagues c'est moi. hein. Le trouve marrante, c'est justement. Allez, vas-y. Du coup, avec pincette, Amazon serait sur le point de lancer pas mal de produits, dont une console de jeu sous Android a priori, une manette en grand derrière toi, elle est un petit peu floue, Ah, mais en même c'est temps, des c'est une photos photo volées. liquée. hein. voilà, est sortie donc au sujet de cette console potentiellement sous Android, qui pourrait être assez intéressante effectivement si jamais elle vient à sortir. Elle viendrait concurrencer pas mal de produits d'ailleurs dans ce genre, où il y a Là où il y a, GameStick, etc., des ouais. choses comme ça. Elle serait peut-être un petit peu plus chère, vu la manette qu'elle a, ce serait assez Après, plausible. après vu l'offre d'Amazon, on peut aussi s'attendre à un prix intéressant parce que les Kindle, c'est un peu leur fer de lance, hein, le prix. Mais bon. Ça dépend parce qu'ils ont largement élargi la gamme. Oui. Et Avant, leurs on avait des tablettes, Kindle qui n'étaient pas très chers, aujourd'hui on a du Kindle Ouais, pas cher ou Kindle Ça très monte cher. jusqu'à donc, 250-300 euros. Exactement. Et on a la rumeur du smartphone qui revient aussi, le smartphone d'Amazon. Régulièrement, il n'y a pas de raison qu'ils ne le sortent pas un jour. Et il s'appelle comment alors? Il a un nom de code qui s'appelle Aria, Qui ressemble beaucoup au projet ARA de Voilà. Voilà. Bon. donc on les confond un peu. Et la dernière actualité, c'est un livre qui sort cette semaine qui s'appelle Nous sommes tous des robots d'Olivier Levard. Et il évoque l'histoire des Google Glass et tout ce qui va. C'est un peu un livre entre fiction et réalité. Ce qui va changer notre vie. Et ça rappelle un peu le débat qu'on avait eu dans un Effectivement, précédent. c'est pile poil dans le débat. Avec d'ailleurs Damien. Eh oui, déjà. Et je le pense- transhumanisme. Voilà, c'est ça. Et je pense que ce monsieur Levard, on l'invitera pour le prochain débat sur Google et l'avenir. Parce qu'on ne va On pas essaiera parler d'un que de peu les transhumanisme, il n'y a pas que ça. Et très intéressant, très accessible, il raconte des petites anecdotes lors par exemple de la présentation des Google Glass, quand ils avaient fait sauter des parachutistes qui avaient les Google Glass. Edouard avait vu ça en direct et c'était assez impressionnant. Il y avait des cascadeurs et tout qui avaient ramené les Google Glass sur le plateau. J'adore quand il raconte comme ça, c'est vivant, on le vit. Bah, Ouais, les c'est histoires. encore, c'est encore mieux dedans. Non, parce qu'il n'y a pas que Apple pour les shows impressionnants. Ouais, je constate. Non mais en fait à l'époque ça avait fait beaucoup de buzz, notamment en fait sur la connexion internet entre les Google Glass, et en fait Google avait été obligé d'inventer plus ou moins un système pour en fait envoyer le internet jusqu'aux lunettes, et c'était plutôt intéressant à l'époque de montrer toute cette Un techno. fil de 2,4 km. Un fil transparent, c'est Non, c'était assez impressionnant. Ouais. assez impressionnant. Bon, c'est tout pour l'actualité. On va passer à la séquence startup avec la startup de Baptiste. Alors Baptiste, quoi de beau cette semaine? Et ben cette semaine, mon projet, et c'est un projet Kickstarter encore, ça s'appelle USB to Go. L'idée, Ça donne envie. est-ce que tu connais Arduino? Oui, c'est une espèce de machine de développement, une carte de Voilà, c'est une développement. petite carte de développement extrêmement populaire. L'idée, c'est pour tous ceux qui sont adeptes du do-it-yourself, c'est-à-dire des bidouilleurs et des électroniciens, qui aiment le fer à souder. L'idée, c'est de faire plein de...
plein de projets dans la domotique ou dans la robotique en utilisant des petites cartes qui sont devenues extrêmement populaires et extrêmement peu chères. Il y en a une autre qui est très connue, c'est la... Comment elle s'appelle La Raspberry Pi. La Raspberry Pi, qui est une des plus effectivement. connues. Et donc il y a la Raspberry Pi qui d'ailleurs tourne, Sur de la peut tourner sur de l'Android, mais qui tourne plus souvent sous Debian. Là, on a une petite carte qui s'appelle USB2Go, qui est basée sur une Arduino, et l'idée c'est qu'elle est spécialisée et qu'on peut la brancher directement à l'USB d'un téléphone. Donc du coup, on va pouvoir créer des robots ou de la domotique qui va pouvoir bénéficier d'une grosse intelligence posée sur le téléphone. Et concrètement, parce que là pour le moment c'est très geek quoi. Et bah justement, j'ai un petit projet un petit peu qui rend tout ça un peu concret, qui n'est pas fait avec cette petite carte USB2Go, mais qui est dans la mouvance justement du do it yourself. J'ai une petite vidéo, c'est un solver de Rubik's Cube. Donc on a justement récemment battu un espèce de record qui est de faire la machine qui va résoudre le Rubik's Cube le plus rapidement possible. C'est vrai que c'est assez impressionnant à C'est regarder. utile tous les jours. Mais j'en veux un pour chez moi. J'en ai plein de secondes. Non, mais non, c'est assez impressionnant à regarder. Hein. Attention, c'est très rapide, ça dure à peu près 3 secondes 25 je crois. Et voilà, on pose le Rubik's Cube dedans, il est d'abord scanné, parce que comme pour les concours humains, c'est-à-dire fait par des vraies personnes, voilà, ils ont le droit de regarder le Rubik's Cube, et après c'est coupé, où leurs yeux sont bouchés, et ils doivent résoudre le Rubik's Cube. Là c'est à peu près pareil, le robot scanne le Rubik's Cube et le résout en 3 secondes. Okay. C'est assez impressionnant. Il manque rien pour que ça passe l'aspirateur chez moi. Avec de l'Arduino. Mais c'est vrai, à quand un aspirateur en Android, Et puis, programmable avec un Roomba Android. Et puis programmable avec une plateforme un petit peu plus open, où chacun puisse programmer son propre trajet, son propre mode de son propre usage, l'aspirateur qui vient dire bonjour. Je pense que le plus efficace c'est la poursuite du chat. Donc ça va faire plaisir aux utilisateurs de Samsung, c'est un Galaxy S4 qui est aux commandes, c'est ça? Voilà, sur le solver de Rubik's Cube, c'est un Galaxy S4. Et c'est le Galaxy S4 qui fournit l'intelligence? Exactement. Le Galaxy, ça serait pas mal pour nos benchmarks sur les tests de matériel. Combien de temps ils prennent pour résoudre le Rubik's Cube? C'est pas mal, effectivement. Donc ça aurait été encore plus vite avec un Nexus 5. Ah, bah c'est une question, on va essayer d'y répondre. Donc c'est mignon comme projet. Voilà, donc mon projet de la semaine c'était USB. Mon projet de la semaine c'était USB2Go. C'est une petite plateforme. C'est un petit projet sur Kickstarter entre 30 et 100 $, qui permet d'avoir une carte Arduino, donc programmable par des bidouilleurs, pour faire vos projets de domotique ou de robotique. Ça peut être intéressant pour les étudiants qui ont des projets... Pour tous les passionnés. Pour tous les passionnés, ouais. Ou même pour certains prototypes d'appareils, tout simplement. On va passer donc au test de la semaine, et on m'a dit que c'était une très grosse tablette. Si vous avez suivi le CES de cette année en janvier dernier, vous êtes au courant que Samsung a présenté cette tablette. C'est la Galaxy Note Pro 10.1, et là c'est la 12.1, et il y avait 3 formats. On y est presque. Voilà. Il y avait 3 formats et Samsung nous a prêté le plus gros. Ouais, avec 12,2 pouces, je crois que c'est la plus grande tablette Android, en tout cas grand public du moment. 12,2 pouces, c'est assez impressionnant. Alors elle a la mention Pro pour productivité, professionnelle, pro ce que vous voulez. Elle a toujours le stylet sur le côté. Si tu vas en haut à droite, tu vas pouvoir sortir le stylet. Donc caractéristique de la gamme Note. Des notes, voilà, avec toujours le petit bouton qui permet d'afficher une petite roulette de possibilités. Tu m'en demandes beaucoup là. Bah ouais, je sais bien. Comme elle est un peu grande à c'est pas pratique. Elle y est déjà. En bas à droite. Elle est déjà ouverte. Voilà, elle s'ouvre quand tu enlèves le stylet de son petit cache, de son petit logement, parfaitement. C'était un très bon mot. Qu'est-ce qu'elle fait cette tablette? Elle reconnaît ton écriture, effectivement. Même si tu écris mal, normalement. Non, moi, je fais ça. Elle a donc un écran 2K. Elle fait donc 2560 par 1600 pixels, ce qui est beaucoup, effectivement, sur ce type de tablette. Du coup, un écran 2K, c'est un écran 4K. Salut, ça marche. Non, les blagues sont interdites. Donc, elle a un écran 2K, c'est quand même une définition d'écran assez impressionnante. Hein, assez impressionnante, effectivement. On avait la même sur le Galaxy Note 10.1, donc forcément...
La résolution est un peu inférieure, mais elle reste excellente. On a de l'Android KitKat dessus, 3 Go de RAM avec un processeur Exynos Octa. Ah, c'est Non. l'Exynos Octa, non. Exynos 5, je dis des bêtises. Ah, c'est Si, c'est l'Exynos un Octa, 5. si, Ok. c'est ça. Avec 8 cœurs, c'est du Big Little chez Samsung. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais plus. On a toujours une mémoire extensible. Le capteur photo, combien? Capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière. Micro SD. Micro SD, ouais. Ah. La mémoire est extensible. Elle n'est pas étanche, si tu voulais me Elle n'est pas demander. étanche, pas Non. comme la Xperia Z2 tablette. Voilà, bah, elles sont un peu différentes quand Où même. on trouve ce superbe Simili-cuir, à qui est l'arrière, magnifique. Qui fait rêver Je suis Théo. fan, j'adore. voilà, qu'on retrouve sur le Galaxy Note 3. Et ben moi, je le trouve pas mal. Je trouve que ça Vraiment. rend bien sur cette Non mais tablette. sérieux, le vrai faux cuir pleine fleur, alors si tu veux, c'est... Attends, c'est superbe. Ouais. C'est de la vraie croûte. Regardez-moi ça. parfaite. Ah oui, c'est une croûte, ouais. C'est du cuir des Alpes. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça rend Bon, bien attends, finalement. alors, ce que tu dis pas, c'est qu'il y avait une question avant quand même. Hein. On s'est tous posé la question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça Parce sert que, un si grand alors là- tablette? Oui, exactement. Parce qu'il y a quand Non. même des débats autour de la table qui ouais, non mais je vois pas. Samsung 12 a pouces, présenté toute une gamme avec Edouard surtout. 3 ça. tablettes différentes, 3 formats de tablettes, ils ont tous les mêmes caractéristiques, sauf l'écran qui est plus grand sur celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une excellente question. Moi, je suis On se cache. dubitative parce qu'elle est assez lourde. Donc déjà, c'est une tablette qui n'est pas vraiment transportable. Elle fait 750 grammes. C'est assez mouse. Il faut la mettre quand même dans un sac ou une elle sacoche. est assez mince. Du coup. Elle est assez mince. Elle fait, attends, je vais te redire, 7,95 mm Ah, c'est pas mal. d'épaisseur. Mais avec un format pareil, tu vas pas la mettre dans ton sac à Attends, main. c'est un Surtout Galaxy moi, Note d'ailleurs. Tu ne téléphoneras pas avec, ça c'est promis. Tu peux t'en servir comme télécommande. Mais Comme je ça. crois que sur la... il n'y a un pas une peu version 4G, non? Il y a une Sur version laquelle 4G, on peut nous, avoir a la fonction téléphonie. Ouais, enfin bon, tu fais ce que tu veux avec ta tablette, hein, mais passer 7 pouces, je trouve ça un peu compliqué. Tu peux donc t'en servir comme télécommande avec son port C'est infrarouge. super pour regarder Androtech avec Tu ce peux taille prendre d'écran. des notes, effectivement. Il y a la techno Wacom à l'intérieur. Ça reconnaît bien l'écriture. Ça marche bien. La mienne, ça marche. Celle de Damien aussi. Bah, La si vous tienne, êtes je sais pas habitué au trop, Galaxy mais- Note, on a la même expérience mais avec un grand écran. C'est sympa. Ouais. Pour les C'est- réunions. C'est vraiment ça. Après, on adhère ou on n'adhère pas au format 12 pouces dans un cadre professionnel. Et qu'est-ce qu'elle En a tout comme cas, c'est défaut utile. cette tablette alors à part son dos Bon, ça, c'est pas Simili-cuir. vraiment un défaut, ça c'est C'est purement un parti subjectif. pris. C'est une question de goût. Voilà, question de Voilà. goût. Qu'est-ce qu'elle peut avoir Est-ce comme qu'elle a défaut? des défauts notables alors? Alors déjà, je te disais, elle est assez lourde, mais comparativement à sa taille, c'est pas vraiment un problème, donc 750 grammes, mais D'accord. ça reste difficile de la transporter. Elle a une grosse batterie, elle a 9500 mAh à l'intérieur. Peut-être pas la meilleure autonomie comparativement à la taille de sa batterie, mais bon, avec un pareil écran, effectivement, c'est un peu difficile d'espérer avoir l'autonomie du siècle sur la tablette. Donc il y a une fonction très intéressante Elle pour a faire des- Alors j'arrive pas à leur faire. Du multi-écran. Déjà on trouve My Est-ce que tu peux nous Magazine, montrer ça qui est une espèce de blink feed à la sauce à Samsung. la Samsung. Et qui on est trouve plutôt le sympa. multi-écran. Alors, le multi-écran, Alors, tu me le rappelles multi-écran. Le swipe de droite à gauche quand tu es sur le côté de l'écran. Attends. Là, attends, allez, tu vas y arriver. Non, de l'autre côté. Allez, Tu étais prêt. L'autre droite sur l'autre gauche. un appui long et tu déplaces. Alors ça ton vous icône connaissez certainement sur... on peut sur mettre- les Galaxy Note et ouais, les sur Galaxy S d'ailleurs. Note et sur toutes les Alors là, la tablettes de différence, Samsung. c'est quoi? C'est qu'on peut mettre 4 fenêtres. Attends, Allez, je vais on se essayer. concentre. Tu peux en mettre 4. Tu sais que j'ai fait la démo au moins 10 fois lors du CES et j'avais déjà oublié. Et là, qu'est-ce que tu peux faire si tu te mets Eh, au milieu quatre de l'écran? Application sur le même écran. Yeah. Allez, continue. T'as presque fini. Montre-nous comment on peut déplacer effectivement le petit curseur au milieu. Donc là, vous avez pour, l'application Frandroid et Edouard a intégré le SDK de Samsung et du N'est-ce coup, pas elle est magnifique? compatible. Pas mal, hein. Ah, il a bien bossé. Pas mal fait. Donc ça c'est pas mal, ça va plutôt vite, c'est plutôt fluide là-dessus. On a vu des petits ralentissements sur le Galaxy Note 10.1 qu'on a beaucoup moins ici. Bon, Ok. après on aime ou on n'aime pas TouchWiz. Il y en a quand même quelques petits ralentissements, tout mais c'est petit quand peu. même beaucoup moins que sur l'autre tablette. C'est à noter. Ce qui est plutôt important Là, sur vous une avez tablette qui est assez onéreuse. la barre de notification, l'écran de notification. Elle est assez massive d'ailleurs. On peut dire quand même que Samsung a de l'avance en termes d'interface de tablette par rapport à la concurrence. Ouais. Bah, Avec ce ils ont type surtout, de fonctionnement sur les Galaxy Note, avec un stylet, avec une capacité de découper l'écran, notamment sur une 12 pouces, ça devient intéressant sur un S4, c'est un peu gadget, mais sur une tablette 12 pouces, l'interface Samsung, pour moi, n'a pas de... et la meilleure interface proposée aujourd'hui sur les tablettes, la Z2 n'a pas une interface aussi avancée. Je ne parle pas des Nexus. On a vraiment une valeur ajoutée à l'interface C'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée. sur les tablettes. Il y a une vraie offre logicielle qu'on n'a effectivement pas ailleurs, avec une vraie utilisation du stylet, même si on a vu des stylets sur d'autres tablettes, il est vraiment exploité que sur les Galaxy Note. Est-ce qu'on est face à une tablette premium sur Android?
C'est une bonne question. Alors, en termes de prix, oui. Elle est quand même à 750 € Ouh là dans là sa là. version Wi-Fi. 1 euro par Donc, tu gramme. rajoutes une centaine d'euros pour avoir la version Oui, mais- 4G. Donc, en termes de prix, totalement. C'est le grand drame en fait de cette tablette, c'est que c'est la seule 12 pouces. Voilà, Donc elle ils est peuvent toute se seule. permettre de la vendre Exactement. à 750 €. Si on veut une 12 pouces, on est obligé de l'acheter. Mais Bien sûr. si vous n'êtes pas Du coup, on fait la taille amateur dessus, du stylet, vous avez la version qui est la Tab Pro et qui est la même version mais sans le stylet. Sans stylet, qui sera un Ouais. petit peu moins cher. Mais du coup, c'est mais moins elle stylé. C'est moins stylé, ouais. Mais en matière de hardware, elle est quand même à l'avant-garde avec son écran 2K. On a de l'USB 3.0. ce qui est C'est pas les mal seuls pour qui le charger. proposent un écran 2K aujourd'hui. Écoute, je crois bien sur les tablettes que oui. Ouais. Il me semble. L'USB 3.0, on l'a très Je très crois peu. qu'il y a Arcos On qui l'a le chez- fait, mais on va pas parler d'Arcos. C'est pas Arcos, sûr. ils font la- sujet de le tester. Arcos, ils font la Family Pad On a un qui, elle, est ensemble 13 complet. pouces. si vous 13 voulez. pouces. Ah oui, ils ont la Family Pad en Donc c'est 13 encore plus pouces, grand. Arcos. Et c'est beaucoup moins bien. Non mais là on est face à donc à une tablette qui est orientée professionnelle, avec des outils de professionnel, avec le stylet qui est la vraie valeur ajoutée de la tablette. C'est le stylet. On a des caractéristiques qui sont quand même dignes d'une tablette haut de gamme Exactement. et un prix qui est vraiment digne du haut de gamme. Alors je suis désolé, moi je vois pas ce qu'elle a de professionnel par rapport à une Note 10.1 qui est sortie l'année dernière. Elle a surtout énormément de services qui sont offerts, dont pas mal de services avec Exchange ou toutes ces choses-là. Je sais plus combien, mais je crois qu'il y a plus de 500 $ de services offerts quand on achète la tablette, avec du Dropbox, etc. Ouais, alors à quand la version non pro qui ferait exactement la même chose sans Bah, les deux offres logicielles associées? Elle existe, elle s'appelle la Note 10.1, elle est sortie en fin d'année dernière et Et son effectivement. prix va baisser, donc c'est Elle est vraiment pas intéressant, 12.2. effectivement. C'est dommage, je trouve que c'est un bon format pour garder à la maison. On a tous une tablette à la maison qu'on ne sort pas. On a tous une 7 pouces qu'on trimballe avec nous. Il y en a qui trimballent des 10 pouces, mais c'est un peu plus lourd. Et je trouve que moi, personnellement, je vois qu'autour de la table, je suis peut-être le seul. Le format 12 pouces me parle énormément. J'ai mes premiers notebooks étaient 12 ou 13 pouces. Je trouve que l'écran, ça commence à être intéressant. 10 pouces, c'est trop petit pour moi pour rester à la maison en Wi-Fi. Non, je suis clairement d'accord. non, 12 pouces, c'est vraiment intéressant. On est deux dans ces cas-là. Dans ce cas-là, moi je suis très fan du 12 pouces. Je parlais tout à l'heure, je me suis fait railler parce que je disais que ça pouvait être un très bon outil pour des étudiants qui pouvaient prendre des notes comme ça à la volée, etc. Ils m'ont dit oui mais non, mais on préfère un ordinateur. Je trouve qu'au contraire, Android marche avec beaucoup de claviers. Non, mais il y a quelque chose qui est très polyvalent. Il y a quelque chose qui est vraiment très polyvalent dans ce format-là, je trouve. Effectivement, à la maison, le 10 pouces c'est bien, mais le 12 a vraiment un côté plus agréable. C'est vrai qu'ils auraient pu la positionner tablette familiale. Il retire les offres associées, il retire 200 €. Il offre en mettre en familial et ça fait un carton, mais Samsung, c'est pas son genre de faire ça. Samsung, ils sont les premiers à le sortir, donc ils la vendent à 750 € et puis il suffit d'attendre la On compte concurrence. sur Samsung et sa créativité au niveau de sa gamme pour pouvoir certainement le faire. Et Alexis, je vais répondre à ta question. Il y a un abonnement au New York Times, il y a un abonnement à Webex, on a du e-meeting, il y a du Business Week en abonnement premium aussi. Enfin, il y a un gros pack de services quand même et d'abonnements. Super. Et t'as du, Effectivement, pour génial. laisser à la maison, Non, c'est pas très utile. t'as du Dropbox, l'abonnement Non, mais premium c'est de l'habillage d'Evernote aussi qui marketing, est il faut qui est assez arrêter, utile. Ulrich, c'est pas l'habillage marketing de mettre des paquets. Oui, c'est comme mais- quand on achète un ordi Windows dessus, il y a plein de paquets Non, de mais ça trucs fait la dessus. différence. Et Yann Norton, Ça fait la différence. Pour le C'est coup, comme regarde quand on prend Dropbox. un abonnement chez Orange à 90 € et qu'on peut Le appeler cloud avec. au Guatemala. Non, bref, on va conclure sur cette tablette. Elle a quand même un gros avantage, c'est qu'elle Ouais. a plus la touche menu qu'on trouvait sur tous les devices de Samsung. Là, c'est la première fois où j'ai Effectivement, l'impression qu'il y a plus cette touche menu. on a touche retour à la home, on a le multitâche et le retour en arrière. Ouais, c'est une grosse avancée. Donc pour du Samsung. standard Android. Et du coup, alors, on va conclure sur cette tablette. Est-ce qu'on la conseille? Et pour qui? Alors, on la conseille. Oui, parce qu'elle est réussie. C'est la première. Est-ce que tu une connais des la seules. note on va lui mettre dans son test? C'est pas moi qui vais la noter. Ah. Et je laisse à Tony le soin de lui donner une note, mais il m'a dit qu'il allait lui mettre une bonne note, et je comprends pourquoi. Parce qu'elle est agréable à utiliser, malgré son grand format. Elle a des vrais atouts, elle a une autonomie très correcte, elle a un bel écran, elle a des fonctions complètes. On aime ou on n'aime pas le design, ça c'est une autre Elle est histoire. un peu chère, non? Elle est un peu chère, surtout en version 4G.
Ce serait le point noir pour cette tablette qui se destine à effectivement une cible plutôt professionnelle, bref, à des gens qui sont censés avoir en tout cas un budget un petit peu plus important. Familiale, pourquoi pas, elle fait télécommande, elle est grande, on peut la mettre sur la table du salon et se balader avec elle dessus. On a un service de mirroring intégré dessus qui est pas mal pour pouvoir transmettre sur la télévision bien sûr, du streaming. Et en plus, elle a des bonnes performances parce qu'on n'en a même pas parlé. Au niveau bench, elle s'en sort extrêmement bien. Ok. Donc au final, elle est très bien, mais il faut en avoir un usage. Il faut avoir un usage 13 pouces. Et pour les gens qui sont séduits par l'offre logicielle, par l'interface, par le hardware, vous avez le format 10,1 pouces et le format 8 pouces. Oui, parce que la 10.1, elle est sortie très bien. Sous 4.3, mais elle va avoir à peu près la même chose quand elle passera à KitKat. Et la 10.1, quel est l'avantage avec celle qui est sortie l'année dernière? Je pose pas, c'est pas une vraie question, hein, excuse-moi. Non, effectivement, ils ont sorti avec 3 mois de différence deux modèles qui sont très similaires. C'est surprenant de la part de Samsung. Ah si, il y a l'abonnement au Prime, c'est ça, non? Ça doit être ça. Puis sinon, ils vont sortir la grande 12.2 Galaxy. Mais là, ils nous préparent la 20 et 30. Galaxy, Tab, machin, etc. Bon voilà, c'est tout pour le test. Donc pour conclure, c'est une tablette orientée professionnelle, mais qui pourrait plaire au grand public, pour les familles qui souhaitent une tablette de salon. Pour le coup, elle est moins chère. Voilà. Elle a peu de défauts, mais on peut dire qu'elle est trop chère. Parce qu'elle est peut-être un peu unique sur le marché. On attend que la concurrence nous sorte des produits aussi quali. C'est ça. Et son prix devrait baisser. Et son prix devrait baisser. Bon voilà, c'est tout pour la Galaxy Note Pro 10.1. Je ne me suis pas trompé, c'est son 12.2. Bravo. 12.2. Mais il y a 10.1 qui existe pour les gens qui sont plus sur le format 10 pouces. Voilà. Véritable feuilleton depuis quelques semaines, le rachat de SFR touche à sa fin. Je pense que tout le monde en parle et tout le monde le sait. SFR a priori choisi son prétendant. Oui, ça dit bien ça. Oui. Non, oui. On peut dire qu'il y a. Non, c'est Vivendi a choisi un mariage arrangé avec Numéricable. Okay. C'est un mariage arrangé. Là, c'est bien dit. Et ils sont en train de définir les conditions du contrat de mariage. Ils ont 3 semaines pour le faire dans des négociations. La dot, madame. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la... Ils sont en train de faire un trousseau, je ne te dis que ça. Donc ils ont 3 semaines pour conclure leurs négociations, soit à peu près 2 semaines en fait à partir du jour où cette émission sera en ligne. Donc pas de congé possible chez le Carré Rouge. Ah non, on part en congé. En tout cas dans les prochains jours. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historique justement de ce feuilleton? On avait à la base donc SFR est à vendre. On avait d'abord Altis, donc la maison mère de Numéricable qui s'est positionné à peu près autour de 11 millions et 11 milliards, pardon. Et l'idée c'est donc de faire un géant, de mixer les parts, et donc ça proposait 32% du géant créé à Vivendi. Ensuite on a Bouygues qui s'est positionné et qui a fait une offre supérieure. Puis Bouygues a refait une offre, si je dis pas de bêtises. Ils ont renchéri, exactement. Voilà, parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas les mieux positionnés. C'était l'offre du coup beaucoup plus intéressante parce qu'ils proposaient, alors que Numéricable proposait 10,9 milliards d'euros en cash et 32% du futur groupe, les autres ont proposé 11,3 milliards et 43% du futur groupe. Oui, mais une partie qui n'était pas en cash, donc c'était moins intéressant. Non, je te dis que c'est 11,3 milliards en cash. Il y avait plus de cash. Mais Numéricable a réenchéri là-dessus. Et ils ont fait la plus belle offre qui est 11,75 milliards de dollars en cash et 32% d'euros. Et 32% du nouvel ensemble créé. Ce qui reste inférieur en fait. Oui. Moins de capital, mais plus de cash. Moins de capital et par conséquent moins de contrôle aussi. Mais si c'était si simple, ça serait facile. C'est plus compliqué. Il y a des choses qui sont plus complexes, des accords cadres, il y a des discussions, il y a des personnes qui ont fait du pressing, du lobbying, de la pression, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des concurrents. Et justement, ça a pas mal, Alexis, tu as vu, ça a pas mal parlé ces derniers temps. On a eu Free qui était bien content parce que Bouygues Telecom leur a fait une proposition intéressante. Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il restera effectivement 2 semaines avant la mise en place de cet accord, mais il y a encore des rumeurs qui annoncent que l'accord n'est pas totalement finalisé. Et tant que l'accord n'est pas finalisé,
très clairement, il peut encore sauter. C'est un feuilleton, il peut y avoir des rebondissements. Ce que disait encore notre ministre Montebourg il y a peu de temps, en invitant les opérateurs à porter plainte, à faire tous les recours possibles. Je crois qu'il est passé à la télé il y a quelques jours. Et en ce moment, depuis l'annonce de cet accord, on a des sorties presse, que ce soit Xavier Niel, qui parle pas énormément, qui a fait une interview sur les Échos où il explique tout le mal qu'il pense de cet accord et tout le bien qu'il pense de l'accord avec Bouygues. Pourquoi ? Parce que effectivement, Bouygues Telecom, en cas de rachat de SFR, vendrait son réseau propre à Free, ce qui permettrait 1,8 milliard donc. Voilà, pour 1,8 milliard, ce qui permettrait à Free de faire des économies donc, effectivement, par rapport à son réseau. C'est une offre très intéressante que Bouygues Telecom a fait à Iliad. C'est les antennes plus les bandes de fréquences, ce qui permettait à Free de reprendre, en tout cas, d'accélérer son développement du réseau mobile. Et d'économiser sur les frais d'itinérance. Gagner beaucoup d'argent, exactement. 1 milliard par an de frais d'itinérance. Sachant que ça va se réduire au fur et à mesure, mais 1 milliard par an, il reste jusqu'en 2018. Là, c'est pour 1,8, ils ont un réseau. Bon, je pense que le calcul est vite fait pour Free, à qui on pensait qu'on aurait une offre de Free également, qu'on aurait trois offres d'achat. C'est bien malin de la part de Free de s'étaler à Bouygues sur ce sujet-là. Bon, alors malheureusement pour eux, c'est pas eux qui ont été choisis. On va parler de Free. Free est dans tous les cas bien placé. Dans tous les cas, on pense que ce sera sincèrement le gagnant. Mais Free n'a absolument pas envie d'acheter ni Bouygues ni SFR. Il n'a pas envie de se palanquer 50 000 salariés en plus. Ils sont très bien avec leurs 5 000 dans le 8e arrondissement. Ce qu'ils veulent surtout, c'est du réseau. Parce qu'ils ont arrêté le développement, ou tout au moins ils ont arrêté. On va dire que le développement aujourd'hui de la fibre ou la rapidité, non, je parle bien de Free, la rapidité d'installation des antennes n'est peut-être pas aussi rapide que ce qu'ils voudraient, ça a un coût. Ils s'aperçoivent que c'est cher. C'est cher, voilà. Être un opérateur mobile, c'est pas être un opérateur d'Internet, donc c'est cher. Et en l'occurrence, à récupérer, comme il était dit, pour 1,8 milliard, un réseau clé en main, c'est quand même une super affaire, dans tous les cas de figure. Et le duo SFR Numericable, ça donnerait le premier, sûrement l'un des plus gros poids français, ça donnerait le premier opérateur mobile, et ça donnerait le deuxième fournisseur d'accès Internet en France, ce qui donnerait le leader quasiment des telcos en France. Mais tu dis français, et justement, je crois que c'est un point qui en froisse plusieurs au gouvernement et dans l'industrie des télécoms, c'est justement la pas si française. Francitude de Numericable. Tout à fait, le francitude. Au niveau des finances. Il y a un problème fiscal effectivement avec une holding Numericable qui aurait une holding rattachée au Luxembourg. Et c'est Fleur Pellerin qui est encore... il y a beaucoup de sorties en ce moment des ministres de Xavier Niel sur ce sujet-là. C'est pour ça que je pense que le sujet n'est pas forcément complètement joué, qui menace une nouvelle fois... alors c'est Patrick Drahi qui est responsable d'Altis et qui lui explique très clairement que une entreprise cotée en bourse d'Amsterdam avec une holding au Luxembourg, c'est pas forcément une entreprise qui peut racheter facilement un des 3 opérateurs historiques en France. Il y a autre chose de très intéressant, c'est que Patrick Drahi est un résident fiscal suisse, il est parti en Suisse depuis 1999, et ça ne plaît pas vraiment à Fleur Pellerin, surtout dans le contexte actuel. Et Fleur Pellerin lui a dit, si ça se passe bien, revenez en France. En tout cas, on aimerait bien que vous reveniez en France, auquel il a répondu aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Je vais investir 3 milliards d'euros en France, ça vaut bien un rapatriement fiscal, non ? Non, mais il fait ce qu'il veut, ce garçon. Et puis il a dit, si les autres le font... c'est bien, c'est la moitié de la dette de Numericable. Voilà, le problème principal, il n'est pas là. Le problème principal, c'est de se dire, on a un réseau, donc on a une bande de fréquences, on a quelque chose qui relève du domaine public, donc qui est donc licencié à un opérateur. Effectivement, de se dire, tiens, un opérateur un peu bizarre, enfin au sens, qui est, on va dire, qui n'est pas franco-français, va racheter SFR, donc ça leur pose des petits problèmes. Ce monsieur a le droit d'être où il veut, et s'il a envie d'être en Suisse, pourquoi pas, après tout. Et surtout, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'entreprise qui gère. Oui, on s'en fout. Ça n'a aucun rapport. Simplement, ce qui est plutôt... Vous connaissez nos ministres.
c'est pas tant ça la question. La question derrière, c'est qu'on touche plutôt un élément stratégique, régalien, qui touche au niveau des transports. Si on parle des transports, si on parle des communications, si on parle de différents éléments comme ça, qui sont des éléments constitutifs de la puissance publique, logiquement, ils n'ont pas envie derrière de brader, on va dire, ou de faire entrer le loup dans la bergerie, puisque derrière ça, il y a quand même des capitaux américains. Faut pas oublier ça. Et par exemple, on prend l'exemple de SFR. SFR est partenaire du cloud souverain français avec Bull, qu'on appelle, dont le nom m'échappe de l'immédiat, mais qui va revenir. Et donc, de fait, il y en a un autre avec Orange de l'autre côté et avec Atos. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se construisent de ce point de vue-là. Et j'ai plutôt l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire rentrer une brèche dans un mécanisme un peu franco-français qui est en train de s'installer, qui est, on va dire, de créer des champions à ce niveau-là, sachant que la tendance derrière ça... C'est une émergie, non? Voilà, c'est ça. La tendance derrière ça, c'est la consolidation du marché européen. Oui, donc des champions français qui pourraient avoir une visibilité au niveau européen. Et surtout que le marché français, PO me disait la dernière fois, le marché français a une petite caractéristique, c'est que tous les acteurs sont français. Tous les acteurs sont français, et pourtant dans un marché qui est l'un des plus libéraux, grâce à l'action de l'ARCEP. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on prend souvent comme exemple les États-Unis comme champion du libéral. Pour les télécoms, c'est absolument pas le cas, alors qu'en France, l'ARCEP veille au grain et à ce que les règles du marché soient respectées. Mais en 90, lorsqu'on a éclaté l'entreprise publique qui s'appelait La Poste, etc. Les PTT. Les PTT, on a eu d'un côté France Télécom, de l'autre La Poste, et de l'autre on a eu un acteur régulateur qui est l'ARCEP. Tout à fait. Qui est l'autorité de régulation qui a justement trouvé ses pouvoirs sur le secteur des communications. C'est au pouvoir. Et effectivement, aujourd'hui, tous les opérateurs mobiles qui opèrent en France sont français. C'est pas forcément garantie de durée. C'est juste qu'il n'y a pas eu d'opportunité pour les acteurs. Disons que sur le reste de l'Europe, le marché se structure plutôt autour des pays de l'Est. Enfin, Telenor fait des acquisitions, a fait des acquisitions il y a déjà quelques années en Serbie et ailleurs. Orange fait un grand acteur européen. C'est aussi pour ça que sur les autres marchés européens, il y a des acteurs étrangers. Il y a Orange notamment, qui est beaucoup de pays. Tout à fait. Acteur, qui est effectivement très présent en Europe de l'Est, mais aussi il performe beaucoup en Espagne en ce moment, au Royaume-Uni. Orange est plus sur l'Europe de l'Ouest, alors que Telenor attaque par l'Europe de l'Est. Orange est sur l'Europe de l'Est et l'Afrique. Ce sont leurs deux marchés principaux. Mais ces fins de Miricap, c'est bien joli sur le papier, mais il y a beaucoup de faiblesses dans ce dossier, c'est pas si simple que ça. Justement, on va parler des faiblesses de ce duo. Et parmi les faiblesses, on a quand même deux acteurs qui ne sont pas les plus dynamiques du marché. Est-ce que Alexis, tu peux nous parler un peu plus de, par exemple, Numéricable? On connaît moins leur stratégie, en tout cas, il faut moins parler d'eux que les autres. Numéricable, c'est un acteur historique du câble, comme son nom l'indique, qui a racheté... à l'époque, il y avait la concurrence sur ce marché-là avec nous. Numéricable a un historique de rachat de sociétés. Ils ont racheté donc leurs concurrents sur le câble. Avant d'arriver sur la DSL. Ils ont développé une offre de fibre qui n'est pas la même que sur la DSL. C'est une société qui a beaucoup de dettes, qui a une croissance qui est assez limitée sur le marché de la DSL en tout cas, et qui a également une réputation qui est pas extraordinaire, alors qui a tendance à s'améliorer. Mais à l'époque du câble, on avait des conditions d'utilisation qui étaient pas au niveau de ce qu'offrait la DSL au démarrage de Free, et avec les conditions de rétractation qu'on connaît maintenant, qui sont beaucoup plus simples qu'à une certaine époque. Et Numéricable a été un peu... tous les acteurs du câble ont été un peu protégés à une certaine époque, pour accélérer le déploiement de cette technologie. Ils ont gardé quelques avantages, et du coup, c'est un acteur qui est un peu à part, qui n'a pas une très bonne Et donc pour résumer, on a donc un recrutement qui est parmi les plus faibles du marché. On a une image qui n'est pas forcément la meilleure, comme tu dis. On a un chiffre d'affaires qui tourne qui est vraiment au ralenti.
On a une croissance qui est de seulement 0,9% en 2013. Et enfin, on va parler d'SFR. SFR, les choses ne vont pas si bien que ça également. SFR, j'ai des revenus qui s'effondrent en 2013 de moins 9%, presque 10% de baisse en 2013, parce qu'on a un ARPU qui est en chute libre, moins 15% du revenu moyen. SFR n'a absolument pas su se relever du coup de semonce qu'a donné Free. Ils n'avaient rien anticipé. À la différence de leurs deux concurrents. Et surtout, ils ont l'air de bien être ralentis en ce moment pour le développement de leur réseau. La 4G est au ralenti. C'est 40%, je crois. Free devrait peut-être les rattraper cette année. Ils sont pas très loin, ils sont à quoi 400 antennes hein. Alors même que SFR avait quand même donné un coup d'envoi. Ils étaient les premiers à déployer la 4G, on le rappelle, à la Défense. Ouais. Et oui, bien sûr. Et sur la fibre aussi, ils sont ralentis. Je crois que tous les acteurs sont ralentis, excepté Orange. Mais il y a le plan aussi, le plan fibre national qui, en l'occurrence, si ce projet est porté, il le sera avec Orange. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ralentissent en attendant mais bon, il y a quand même que ce soit tranché à ce niveau-là. C'est l'opérateur mobile qui recrute le moins actuellement, mais ils ont des chiffres sur le recrutement fibre qui sont pas si mauvais que ça quand même. Alors, par rapport au plan fibre, dans l'interview de Xavier Niel sur les Échos, il soulève un sujet intéressant, c'est que Numéricable, s'il se marie avec SFR, Numéricable a son propre réseau qui n'est pas vraiment de la fibre, qui est du câble, qu'on appelle du FTTP, donc une fibre qui va en bas de l'immeuble, et ensuite un câble qui... En gros, pour les meilleurs... C'est de la simili-fibre. Voilà, pour ceux qui sont les mieux armés, ils ont du 100 mégabits en débit descendant et seulement 5 mégabits en débit montant. Mais en général, c'est souvent du 30. Ce qui est largement moins bon que la fibre. Alors, ce que disait Xavier Niel dans son interview, c'est de dire que si jamais il y a ce mariage-là, Numéricable SFR, c'est un frein énorme, et je trouve qu'il a à peu près raison, au plan fibre de l'État, puisque si SFR arrête de déployer sa fibre, puisque Numéricable a son propre réseau qui n'est pas vraiment... Puisque Numéricable a son réseau déjà, qui n'est pas de la fibre réelle, c'est du câble. Et ils veulent le rentabiliser à fond et ils font contre le fait d'utiliser le réseau de quelqu'un d'autre. Je crois que ce sont des arguments un peu fallacieux quand même de la part de Xavier Niel, parce que on peut aussi tout à fait dire que de ce point de vue-là, Numéricable, Bouygues passant par le réseau Numéricable aujourd'hui, va devoir passer par un autre réseau, donc peut-être développer son propre réseau. Donc de fait, il va y avoir un équilibre de force qui va se passer. Donc on peut discuter sur le sujet, et puis on peut aussi discuter du plan de déploiement de Free en fibre. Bon. Mais il y a une capacité quand même différente entre Bouygues, SFR et Orange. Si SFR s'arrête, qui était quand même juste derrière Orange, qui étaient les deux gros opérateurs à déployer de la fibre, si SFR s'arrête, Orange ne va pas y aller tout seul. Je ne vois pas Bouygues suivre comme le faisaient historiquement les deux opérateurs SFR et Orange. Donc SFR n'ira pas tout seul et ça risque de mettre effectivement, je pense, un frein au déploiement de la fibre en France. Du coup, on peut se contenter de ce que fait Numéricable, mais moi personnellement, je préfère avoir de la fibre, d'ailleurs c'est ce que j'ai, que d'avoir du 5 mégabits en upload. Je pense que la présence du gouvernement au capital d'Orange peut éventuellement quand même changer certaines choses en termes de déploiement. Ça va. L'État a mis beaucoup d'argent. J'y crois pas du tout. Et il y a des objectifs qui sont là. Moi, je crois qu'Orange a démontré plusieurs fois qu'il fallait qu'il rende service, on va dire, rendre service en termes de politique. Et travailler sur la dette française. Non, mais c'est bien. Non, c'est positif quand je dis ça. C'est autrement dit, il faut être très clair. C'est très positif. Il faut quand même un acteur qui lead. De cette manière, de le montrer plusieurs fois. Ça m'étonnerait pas qu'il continue à tirer du câble et qu'il y ait une mutualisation de ces fibres. Il y a une question à quel prix sur la DSL, excuse-moi. Il y a une question de la part des personnes qui regardent en live. C'est quelle est la différence entre le fibre et le câble, peut-être d'un point de vue technique et aussi de ce que les personnes... Peut-être que tu peux répondre, Pod. Aujourd'hui, ce que la plupart des opérateurs proposent, c'est la FTTH, c'est-à-dire Fiber to the Home. Donc on va fibrer jusque dans l'appartement et jusqu'à la box. Donc là, on peut avoir des très bons débits, c'est ce que propose Free par exemple, avec 1 gigabit oui, tout à fait, ou SFR à 300. Bon, voilà, ça dépend des capacités qui sont amenées jusqu'à l'appartement. Beaucoup de blabla, mais dans les faits, c'est quand même des gros débits.
Tout à fait. Et au La niveau grosse différence, c'est l'upload aussi. Oui. Ouais. Le débit d'upload est bien plus important, ça offre des possibilités d'usage qu'on n'a peut-être pas encore aujourd'hui. En fibre, on est entre 50 et 100 mégabits en upload. Alors que sur du câble, on est au maximum à 10. Ouais, 5 à 10. Et comme tu disais, l'autre différence du câble, c'est qu'il fibre jusqu'en bas de l'immeuble et ensuite ça part par du cuivre. Enfin, c'est même souvent le quartier. Hein. Enfin, je veux dire, quand c'est l'immeuble, c'est parce que vous étiez des anciens clients du câble audiovisuel. Mais si l'immeuble n'était pas câblé, oubliez ça, ça va jusqu'au quartier et c'est tout. On résume alors. Ce mariage, sonne un peu faux pour tout ce qui est déploiement dans le fixe. Par contre, dans le mobile, on garderait cette dynamique avec 4 opérateurs qui nous fait quand même pas mal du bien sur les tarifs, parce qu'on a quand même les tarifs confondus. Je pense pas que ce soit une question de nombre d'opérateurs. Je pense que s'il y avait que 2 opérateurs Orange et Free, on aurait les mêmes prix. Tu penses ? Ce qui compte, c'est la posture. Ce qui compte, c'est Free. Oui. C'est la posture sur les prix. Ce qui compte, c'est l'acteur qui va amener la concurrence et faire que les acteurs se battent sur les prix. J'ai 2 questions pour terminer le débat. La première, c'est est-ce que Free est finalement le grand gagnant de ce feuilleton ? Et la deuxième, c'est en tant que consommateur, qu'est-ce que j'ai à gagner de ce mariage ? Est-ce que les prix vont baisser, vont augmenter ? Voilà les 2 dernières questions du débat. La première, je vais peut-être la poser à qui veut répondre sur Free. Je passe mon tour. Moi, je dirais que Free par sa position, a dans toutes les cas de figure peut-être plus de possibilités que les autres. Parce que si le mariage ne se fait pas avec ils continuent leur petit chemin, il y aura certainement des discussions à avoir entre Bouygues et eux. Parce que Bouygues sera dans une posture délicate. C'est la rumeur actuelle. Ils seront vraiment dans une posture délicate. Justement, on a une super photo montée avec Xavier et Martin. Et je pense que Martin Bouygues certainement mangera son chapeau, lui qui ne voulait pas de romanichel sur les pelouses de son château. Ouais, regardez cette photo, elle est pas splendide. Les petits d'oiseaux qui se sont balancés. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Vous constatez quand même que dans le business, on peut éventuellement redevenir ami du jour au lendemain. Dans tous les cas de figure, je pense que Free a certainement un coup à jouer. Je pense que la position d'Orange va rester sensiblement la même, et au contraire même la boîte a pu démontrer plusieurs fois que lorsqu'elle est en position... Et Stéphane Richard, ça lui faisait pas plaisir, Bouygues Télécom et SFR? Non, bien sûr que non, mais... Il préfère Numéricable. Oui, il garde sa place de leader dans la téléphonie mobile. Oui, parce que SFR plus Bouygues Télécom, il serait le géant serait devenu... Plus de 40% de part de marché, je crois. Oui, mais il est face à un industriel, alors qu'avec un Numéricable SFR, il est face à des financiers qui ont une autre logique et une autre dynamique de marché et qui ne sont pas là pour fonctionner dans le sens du déploiement. Et comme tu disais tout à l'heure, Damien, Orange, c'est un acteur qui va plutôt essayer de pousser dans le sens du gouvernement et dans le sens des déploiements. La dernière question, c'est le consommateur. Est-ce qu'on a tout à y gagner? Est-ce qu'on ne va pas encore une fois se faire déplumer? Parce que là, on a des tarifs qui ont quand même baissé. Numéricables sont parmi les plus chers sur leur activité. L'ARPU à 41 €, c'est le plus élevé. Ils sont, oui, parce qu'ils sont endettés, donc ils n'ont pas le choix. Et qu'en plus, ce rachat, ils le financent avec de la dette. Donc, ils offrent des tablettes transparents non plus. tu disais, Alexis? Il assure qu'ils vont l'augmenter là. Je disais, c'est pas les plus transparents non plus sur le marché, quand on voit justement qu'ils annoncent de la fibre alors qui finalement n'en est pas. Qu'ils annoncent des réductions des prix qui sont finalement des réductions sur 3 mois et pas un prix fixe. Je ne pense pas que le consommateur va forcément y gagner de remplacer SFR par Numéricable. C'est vrai. En termes de transparence sur les prix. Sortir de Numéricable, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé avec les dates d'anniversaire et tout ça, c'est quand même assez complexe. Voilà, pour moi personnellement, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'utilisateur d'avoir un loup comme Numéricable dans la bergerie. Numéricable a compris parce que Numéricable a annoncé qu'ils allaient arrêter d'utiliser leur marque et qu'ils allaient maintenant utiliser SFR. C'était dans l'annonce presse aujourd'hui. Dans la conférence menée par Altis aujourd'hui. Et effectivement, pour le consommateur, SFR avait une meilleure image. En plus, donc le loup se transforme en agneau avant de rentrer dans la bergerie. Voilà. En tout cas, ils vont réutiliser, si ça marche, en tout cas réutiliser les boutiques SFR, l'image de marque SFR, avec les conditions Numéricables derrière. Il y a 2 dernières choses, après on va conclure le débat. Il y a les conséquences sur les rapports entre opérateurs, c'est assez compliqué, on va voir ce que ça donne parce qu'on sait qu'ils
ils s'échangent beaucoup de choses, ils se prêtent du réseau, il y a des accords entre eux qui sont très complexes. On va suivre ça de près avec les accords d'utilisation de la 2G, de la 3G, de la 4G, l'accord sur la fibre, sur le câble entre Bouygues Télécom et Numérique et Numéricable. Ça va être très intéressant à suivre. Il y a aussi la bourse, pour le moment, le vrai gagnant, c'est Iliad qui fait des... Voilà, on l'a justement. C'est le seul qui peut faire de la croissance. De l'action de Free. Vous allez voir, mais il y a un dernier point, et l'emploi. Parce qu'on parle de consommateur, mais c'est ce qui est intéressant en plus. Non, mais le consommateur et l'emploi, ou le consommateur et le salarié sont l'avers et le revers d'une même pièce. Autrement dit, tirer sur les marges pour essayer de baisser les prix, c'est bien pour le consommateur, mais il y a un moment, il va y avoir une casse côté salarié. Surtout si les sociétés sont endettées. Donc il va y avoir une tension impossible, une équation impossible à résoudre. De fait, il faut essayer de regarder effectivement ce qui est peut-être le moindre mal par rapport à ça. Ça pourrait être plutôt le scénario Bouygues Free, avec un point aussi quand même à regarder, qui est que le scénario Bouygues Free est le moins intéressant pour Vivendi en termes de facilité, si on peut dire, parce que s'il fallait switcher les réseaux Free et Bouygues tels qu'ils le voudraient, l'ARCEP devrait donner des accords derrière, c'est loin d'être gagné, alors que sur la partie, on va dire... SFR Numéricable, même si l'ARCEP donne des accords, ce sera peut-être un peu moins compliqué parce qu'on est sur des acteurs qui l'un est plutôt fort sur le mobile, l'autre plutôt sur le fixe. Dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a une concentration fixe mobile de tous les opérateurs et que celui qui sera ou l'un ou l'autre sera certainement le prochain mort sur la liste. Pas mal. C'est déjà un peu le cas. Les 4 opérateurs, Numéricable y compris, sont déjà présents sur le fixe et sur le mobile. Maintenant, ça paraît obligatoire. Les autres ne survivront pas. Ceux qui ne font pas du fixe, plus du mobile. Donc bref, pour conclure, on peut dire que la vente des SFR est encore loin d'être scellée. Je pense qu'il va y avoir des rebondissements et j'ai hâte de voir comment vont réagir l'État, l'ARCEP ou encore les différents acteurs qui vont sûrement attaquer en justice. Et notre ministre en marinière. Et notre ministre en marinière, Montebourg, qui continue à redresser la France comme il faut. C'est méchant. Les prochaines semaines vont être passionnantes. La suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode de ce super feuilleton. On passe donc tout de suite à quelque chose de plus léger, c'est les applications de la semaine. Après ce débat assez houleux et assez complexe, on a quelque chose de plus léger, c'est les applications. Et chaque semaine, j'ai demandé aux personnes de l'émission de préparer une application coup de cœur. Et je vais commencer par Laure. Tu nous as préparé quoi ? Pire qu'un jeu, une application pour bidouiller des photos. En fait, c'est une sorte de réseau social de designers qui s'appelle Studio Design, sur lesquels les designers postent leur production qu'on peut récupérer. En fait, pour l'utilisateur lambda nul en design, on peut récupérer plein de petits éléments à utiliser sur des photos, des polices d'écriture qui sont assez sympas, des thèmes, des machins, plein de petites choses pour modifier ces photos qu'on peut ensuite poster sur le réseau en question, mais aussi récupérer sur la mémoire de son téléphone pour ensuite en faire ce qu'on veut, partager aux autres ou les envoyer en privé, hein, parce que on n'est pas obligé non plus d'inonder les autres. Sur Snapchat, oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez sympa pour qui a envie d'être un petit peu créatif. J'ai trouvé ça très sympa. Oh, c'est mignon. Et c'est gratuit. Est-ce qu'on peut écrire sur la photo ? Oui, on peut. Il y a beaucoup d'applications, je trouve ça bizarre, il y a beaucoup d'applications pour lesquelles on peut changer la couleur, on peut changer la forme, on peut cadrer. Et il y a beaucoup d'applications, c'est bizarrement, je trouve qu'on ne peut pas mettre un petit message, un petit truc. Mais là on peut écrire ce qu'on veut, j'ai essayé, ça marche. C'est vrai qu'à l'époque des mèmes internet, c'est un manque assez absurde. Là, je te rejoins là-dessus. On peut modifier la taille, la couleur, la transparence. Mais par contre, cette appli, elle a un gros défaut, c'est que c'est une appli iOS. Hein. Le design fait carrément penser à une appli iPhone. Ouais, mais c'est vrai qu'en termes d'expérience, c'est dommage. Mais c'est vrai que l'interface n'est pas terrible. Baptiste, j'ai failli la télécharger. Ouf. Baptiste, tu nous as préparé quoi comme application ? Un jeu. Bah oui, bien sûr. J'ai pas changé en 15 émissions, j'ai toujours présenté que des jeux. Aujourd'hui, je présente un jeu qui s'appelle Badland, qui est sorti en décembre 2013, mais qu'on avait traité sur Frandroid. Mais moi, je l'aimais bien, donc je l'ai ressorti. Tu l'as ressorti de la caverne. J'ai vu, il jouait dans les transports aujourd'hui entre 2 rendez-vous. Voilà. Ça donnait envie. Alors, on incarne des petites bestioles qui se reproduisent, qui changent de taille, de forme, de rapidité, sympa, etc. Le design. L'application est super jolie. Ouais, on évolue dans un décor. De temps en temps, il est pas gâté par nature, il est tout gros un avec peu des hostile, de temps en temps un petit peu, terrible, hein. un petit peu
Parfois, il est collant. Un petit peu sympa. Voilà, quelque part, c'est des espèces de petits puzzles qu'il faut résoudre. Il faut trouver l'endroit. Ça me fait penser à un jeu qui a buzzé il y a pas longtemps. Il faut trouver l'endroit par lequel passer. Il faut jouer de façon assez agile pour ramasser les bons outils pour continuer le chemin. Donc il y a de l'in-app purchase et c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, on a un certain nombre de niveaux et à un moment, on a soit la possibilité de continuer mais de façon lente, c'est-à-dire il faut attendre 5 minutes pour continuer le jeu, ou alors payer et débloquer les niveaux. Ok, on va passer à l'application de... Ah, ça a l'air pas mal, hein. J'ai dû terminer, j'étais jusqu'au bout, c'est vraiment tu vas voir, mais si vraiment tu regardes toutes nos sélections d'applications chaque semaine, tu auras peu de place sur ton téléphone. Hein. C'est déjà le cas. Pierre-Olivier, tu nous as préparé quoi cette semaine? Mais moi depuis moi je sais pas, c'est Sextra ou Textra? Textra. C'est pour les textes. Mais on peut sexter aussi. Mais du coup, tu as vendu un petit peu la mèche. Ça fait depuis que Google essaye de pousser Hangout comme comme application de SMS, que je cherche une vraie application de SMS parce que je suis absolument pas satisfait d'Hangout. J'en ai essayé plusieurs. Il n'y a pas longtemps, je traînais beaucoup avec Evolve, mais qui ne fonctionne qu'à moitié et qui a une gestion très bizarre des activities, où quand on reçoit une notification, souvent on ouvre un autre SMS que celui qu'on vient de recevoir, donc c'est un tout petit peu gênant. Je me suis rabattu donc sur Textra, qui est... Il n'y a que moi dans ton répertoire. Tu sais qu'on s'appelle souvent. Et donc Textra est une application de SMS à peu près basique, pas trop mal foutue, et donc que j'utilise. Voilà. C'est pas mon application coup de cœur dans le sens, enfin, je me cherche encore au niveau des SMS, mais pour le moment, c'est celle que j'utilise et qui est bien mieux que Evolve et que Hangout, ça va sans dire. Damien, je vois que tu as choisi une application qui s'appelle Prism. On va encore nous surveiller là? Alors rien à voir effectivement avec la surveillance. Ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, c'est écrit avec 2 E et un Z, mais ça pourrait le faire penser effectivement à l'oreille. Rien à voir avec la surveillance NSA, au contraire justement c'est un autre système. Alors le problème principal qu'on a avec tous nos smartphones, c'est la mise à jour des carnets d'adresses. Et en fait Prism se propose d'essayer de résoudre ce problème-là, mais l'objectif c'est de passer par un cloud qui ne va rien stocker. Le cloud va uniquement mettre en relation les utilisateurs de Prism. Lorsque vous téléchargez l'application, il va vous demander de créer un nom. Mais elle ne respecte pas les guidelines d'Apple, de Google, ton appli. Donc voilà, on va créer un esperluette, un and et le prénom et nom, et c'est votre identifiant, un peu comme sur Twitter. Et à partir de là, il va lui mettre en relation les gens qui se connaissent les uns les autres. Lorsqu'il a une mise à jour d'un côté, ça va se répercuter chez tout le monde. Mais lui ne garde rien, il ne fait que faire la mise en relation selon un principe un peu quelque part de clé publique, clé privée. Qui souhaitent protéger un peu plus leurs données personnelles. Surtout qui ont envie d'être sûrs qu'ils ne vont pas envoyer leurs données quelque part dans le nuage et chez quelqu'un dont ils ne savent pas avec le mauvais service. Faire. Et voilà, on va pas trop savoir ce qui va se passer, où est-ce que ça va arriver, etc. Un jour ils vont recevoir du spam, ils vont pas comprendre pourquoi. Là, ça propose finalement de faire uniquement de la mise en relation et uniquement plutôt que du stockage. C'est assez intelligent. C'est issu d'une technologie de l'armée à l'origine. Enfin, c'est un brevet qui était en milieu militaire. Ça, c'est toujours la petite histoire derrière une application. Et c'est oui, rappelez-vous qu'Internet a été basé sur des financements militaires, monsieur. Donc de fait, je trouve l'idée intelligente, elle est intéressante et elle vaut le coup d'être testée parce que je la trouve pas trop mise en avant actuellement, même si elle a été lancée il y a quelques mois. Bon Alexis, il y a eu un petit couac, on t'a pas demandé d'application, mais a priori tu vas nous parler d'un petit jeu. Et c'est pas la première fois qu'on en parle, mais toi tu es un joueur très actif. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. J'ai des amis, ils se rencontrent IRL pour pouvoir parler de ce jeu et jouer ensemble. Oui, bien sûr. Oui. Non, je ne suis pas le plus actif dans la section, mais effectivement, je voulais vous parler de Ingress, dont vous avez apparemment déjà parlé, puisque quand on parle d'une application Android... mais tu sais que tout le sentier est en vert. Hein. Tout le sentier, oui, c'est chez moi, c'est normal, puisque je suis vert. Donc, mais nous aussi, c'est pour ça, moi, tous les jours, j'attaque... Voilà, donc vous en avez déjà parlé, mais c'est une application que je trouve vraiment, en termes de jeu, je trouve que c'est quand même quelque chose qui permet, qui est assez
je vais employer le mot révolutionnaire en termes de jeu, c'est-à-dire que ça oblige les joueurs à sortir de chez eux. Tu nous rappelles en une phrase le principe? Voilà, donc l'idée c'est que il y a des portails qui apparaissent dans un lieu particulier. C'est dans la vraie vie, il faut faire attention parce qu'on peut tomber dedans en marchant. Voilà, donc c'est un jeu virtuel, mais géolocalisé à un endroit particulier. Donc j'ai un portail en bas de chez moi, il y a un portail sur la Tour Eiffel, il y a un portail, il y en a un peu partout dans Paris. Si je veux avoir une interaction avec ce portail, il faut que j'y aille. Et je ne peux pas le faire de chez moi, assis sur mon canapé, dire je vais me placer sur la Tour Eiffel, je dois aller à la Tour Eiffel pour jouer et pour avoir une interaction avec ce portail, c'est-à-dire l'attaquer si jamais il est si jamais il est dans le camp adverse, ou le renforcer s'il est dans mon camp, ou récupérer des informations à partir de ce portail. D'où l'intérêt et le changement par rapport à ce jeu et par rapport aux autres jeux précédents, c'est que ça nécessite de se déplacer. Et je connais pas mal de personnes qui étaient chez eux en train de jouer devant leur ordinateur, et puis ils ont découvert ce jeu-là, et depuis, ils font des kilomètres et des kilomètres. Il y a Google qui vous sort un rapport sur votre Android pour vous dire combien de kilomètres vous avez fait, et qui font des kilomètres par mois avec ce jeu-là. C'est surtout ce côté que je trouve vraiment impressionnant, c'est la capacité de ce jeu à changer les habitudes des joueurs. Non, c'est vrai qu'il est très bien. Il faut par contre avoir une bonne batterie parce que ça consomme beaucoup. Et il s'exclut sur Android et c'est gratuit, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas le télécharger. Moi, sorti de bêta il y a quelques mois, effectivement. Je vais passer ensuite à Edouard. Edouard, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors moi, mon application, elle s'appelle Cliffhanger, et comme vous le savez, moi j'aime les applications qui font bien les choses et qui le font de manière aussi très jolie. Et en fait, Cliffhanger, ça répond à ces deux critères. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il y a une interface qui est compatible smartphone, tablette, et ça qui le fait très bien. Et en fait, c'est une application pour tous les gens qui regardent les séries. Et en fait, elle est très pratique parce qu'elle va vous permettre en fait de savoir quand va être diffusé les prochains épisodes, que vous téléchargez bien évidemment légalement, tout le monde est d'accord. Ça va vous permettre de vous recommander des nouvelles séries par exemple, et ça va aussi vous permettre en fait de savoir où vous en êtes dans les épisodes, parce que des fois vous loupez un épisode d'une semaine. Et donc vous savez plus trop où vous en êtes, et en fait là ça va très simplement vous permettre de le suivre. Et tu regardes quoi actuellement alors? Actuellement, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le Marvel, je ne sais plus comment s'appelle la série, mais qui est très très cool. Il y a beaucoup de séries qui sont proposées dans l'application. Quasiment, du moins, c'est que des séries américaines. Si vous regardez Julie Lescaut ou Joséphine le Gardien, c'est marrant. C'est le premier que tu cites. C'est vraiment pas du tout l'application qu'il faut. Autre question, est-ce que ça marche uniquement sur le VOST ou est-ce que ça marche aussi pour les sorties en VF? Ça ne marche que, du moins, ça nous notifie lors de la diffusion aux États-Unis, parce que c'est quasiment que là-bas que le catalogue se trouve. Elle est gratuite, sachant qu'il y a de l'in-app, et avec cette in-app qui coûte 99 centimes de dollars, donc je ne sais pas combien ça fait en euros, ça vous permet de vous connecter à Track.tv, et Track.tv, c'est en fait un service de synchronisation. Comme ça, si vous avez une tablette, un téléphone, ou même n'importe quoi, vous avez la possibilité de tout garder votre progression. Tu nous as montré l'interface tablette. Est-ce qu'il y a une interface smartphone aussi? Bien évidemment, forcément, on n'a pas une interface tablette sur un téléphone, Baptiste. Voyons. Alors, t'es trop bête, vraiment. Mais en même temps, les séries, c'est sympa sur la tablette. Ça fait penser un peu à Beta Series, pour ceux qui connaissent pas. C'est une application française. Tout à fait, complètement. Ça fait penser un peu à cet esprit-là. Ouais, mais celle-ci a l'air pas mal. Hein. En fait, le développeur de cette application, il est designer et développeur. Et en fait, on voit... Une espèce rare. Voilà, c'est ça. Et pour terminer, mon application, et j'ai la même problématique que PO, c'est que depuis que Google a mis par défaut Hangout, j'envoie plus de SMS. J'avais peur que Google les lise. Du coup, je me suis mis à Snapchat. Non, c'est pas vrai. Non, je cherche une application par défaut, et vous avez remarqué que depuis, les petits éditeurs d'applications de SMS se sont un peu réveillés, quoi. C'est beaucoup plus dynamique. Et moi, j'ai vu arriver Overchat, qu'on appelait avant Ninja SMS. Vous allez voir, l'interface est juste qui a pas mal mise à jour, hein, parce qu'avant c'était pas aussi bien. C'est sublime. On peut faire du timing. Ça, c'est-à-dire qu'on peut changer le thème de l'application. T'es abonné chez Allo Resto, Edouard? Ouais. Toi aussi, tu reçois les mailings chaque semaine? Je reçois le spam, ouais.
Et l'application est juste super bien. Je t'invite PO à tester parce que comme tu disais, on n'a pas encore trouvé l'application qui répondra à nos besoins. Celle-ci a une fonctionnalité qui tue, c'est que tu peux répondre à des SMS sans quitter l'application sur laquelle tu es. En fait, c'est une espèce de pop-up qui vient et qui est transparente. Et ça, c'est juste tip top quand tu es en train de regarder justement une série comme Edouard vient de nous présenter et que tu n'as pas envie d'arrêter la série pour répondre à ton pote. Et donc tu fermes le SMS parce que du coup tu veux pas y répondre. Non, mais là tu peux y répondre et continuer à regarder ta série. Et comme tout le monde est multitâche, on sait bien. J'ai un LG, j'ai ça aussi, hein. Ils le font dans leur interface. Oui, mais là la fenêtre est transparente. Ça c'est pas mal. Du coup, tu continues à voir ce qui est derrière. Pas mal. Hein. On pourra m'expliquer la fronde contre Hangout dans une autre émission, sûrement, ça pourrait être intéressant. Ouais, on va parler de Hangout. Il y a un super service pour discuter, pour faire de la VoIP, mais il ne faut pas qu'il fasse les SMS. Non, exactement. C'est juste pas la même chose. Et voilà, c'est tout pour le 15e épisode d'Androtech. Déjà 15, chaque semaine on va le dire déjà 16, déjà 17, mais c'est vrai que ça avance vite. On est impressionné par la vitesse à laquelle ça va, effectivement. Et donc vous nous retrouverez la semaine prochaine pour une édition spéciale HTC avec le nouveau All-in-One HTC, All New HTC One. On sent le joueur de poker. Ok, c'est vrai, j'avoue. Et du coup, Laure ne sera pas à l'émission, mais elle va nous décoter pour nous d'une prise en main vidéo directe de Londres. Elle sera comme ça. Et si on a un peu de chance, on fera un live et les personnes pourront découvrir quasiment en exclu les premiers retours sur cette... T'es en train de mettre la pression sur Laure assez gravement là. Horrible, j'ai pas de wifi, comment je fais? Tu vois, elle fait l'aller-retour dans la journée à Londres, je pense que ça va être... en pleine forme. Une belle journée pour toi. BNU a annoncé qu'en Angleterre, on pouvait appeler et avoir du Wi-Fi en Angleterre maintenant. Ah, c'est bien, tu vas pouvoir tweeter en live. Je vais tweeter. Non, on va te passer une carte européenne et comme ça, il n'y a pas d'excuses. Et donc voilà, la semaine prochaine, donc c'est HTC, 100% HTC. C'est tout pour le 15e épisode. Je vais commencer par remercier toutes les personnes sur le plateau. Donc Laure, Baptiste. À la prochaine. Pod. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Damien. Merci pour l'invitation. Tu viendras nous parler de... La prochaine fois, je sais pas, il faudra que tu nous dises... Parce que j'ai l'impression que tu peux parler de n'importe quel sujet et... Mais oui, mais tout à fait. Et tu ne m'as jamais entendu parler de point de croix, mais je suis pas mauvais sur le sujet aussi. Parce que la prochaine fois, on voulait parler de cuisine. Eh ben écoute, je suis pas mauvais sur le sujet aussi. La cuisine connectée. On a Edouard en régie. Salut. Et la semaine prochaine aussi. Hein. J'espère. Et Alexis, on te remercie pour cette première participation et j'espère que la prochaine fois, on va te voir sur le plateau. Oui, je pense que je passerai, mais merci de m'avoir invité. On peut parler de sujets cuisine. Je vous laisserai pour cette émission-là, mais t'es pas seulement sur les smartphones passionné par la également, pas de telco. problème. Non, c'est ça, tu as d'autres sujets de près. Je teste des smartphones pour différents sites également, donc là-dessus, notamment la tablette, là m'intéressait pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'on pourra parler de tablettes, etc. C'est hyper intéressant. Je veux Quand vous voulez. remercier en régie, on a Edouard Marquis, notre producteur. À ne pas confondre avec moi. Attention. Marquis et pas Marquez. C'est ça. Et juste à gauche, on a Olivier Rousseau, notre réalisateur. Vous comprenez maintenant pourquoi il apparaît pas. Non, C'est Et je vais donc vous dire merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à partager vos retours avec le hashtag Androtech sur tous les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission spéciale HTC. Bye bye. Ciao.